Bonjour, bienvenue à cette capsule qui vise à mieux connaître et comprendre l'expérience d'une personne vivant avec le syndrome Gilles de la Tourette, de manière à mieux accompagner les personnes étudiantes et professionnelles en counseling de carrière dans leurs interventions. Mon nom est Louis Cournoyer, je suis professeur-chercheur à la section counseling de carrière de l'Université du Québec à Montréal, ainsi que conseiller d'orientation, membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Aujourd'hui, dans le cadre de cette capsule, mon invité est Simon Morin-Beaulieu, que je vais inviter à se présenter lui-même. Merci Louis. Effectivement, je m'appelle Simon Morand-Beaulieu. Je suis présentement interne en neuropsychologie au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Je suis également étudiant au doctorat en psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Euh, je fais de la recherche au sujet du syndrome de Gilles de la Tourette depuis maintenant, je sais pas, 12-13 ans environ, donc depuis le début de ma maîtrise. Donc, avant mon, ma carrière clinique en ce moment est une réorientation de carrière. Donc, avant de faire un doctorat en psychologie clinique, j'ai fait un premier doctorat en neurosciences et ensuite j'ai fait deux post-doctorats. Donc, un premier post-doc à l'Université Yale aux États-Unis, puis un deuxième postdoc à l'Université McGill ici à Montréal. Donc, c'est ça, depuis, en fait, même avant le doctorat, donc depuis ma maîtrise en sciences biomédicales, je fais de la recherche sur le syndrome de Gilles de la Tourette. Je m'intéresse principalement au fonctionnement cognitif, aux différentes thérapies comportementales pour traiter le syndrome de Gilles de la Tourette et des effets sur le fonctionnement cérébral et le fonctionnement cognitif de ces thérapies-là. Et je m'intéresse aussi beaucoup aux problématiques liées au contrôle des émotions, au contrôle de la colère chez les jeunes qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette. Euh, et aussi, ben, je suis venu à m'intéresser au syndrome de Gilles de la Tourette parce que j'ai moi-même reçu un diagnostic de syndrome de Gilles de la Tourette quand j'avais 8 ans environ. Donc, ça a vraiment comme tracé l'orientation de ma carrière professionnelle. Oui, ben c'est ça, ça a été du personnel au scolaire, au professionnel, là, d'une certaine. Oui, oui, exactement. Puis même encore aujourd'hui, je dirais que c'est deux aspects de ma vie qui vont beaucoup s'informer. Donc, mes projets de recherche, les questions que j'ai envie de creuser, c'est souvent des choses que je vais vivre moi-même ou être témoin via les différentes communautés avec lesquelles je vais interagir. Et vice-versa, ben, ma compréhension scientifique du syndrome de Gilles-Tourette vient informer ma propre expérience de vivre avec cette condition-là. Ce qui génère comme une double sensibilité par Oui, rapport oui, à la fois clinique et personnelle, là, tout à fait. en gérant les biais qui viennent sans doute avec. Euh, on va aborder certaines questions ensemble, Simon, aujourd'hui, Mhm. de façon à mieux éclairer là, les personnes qui visionnent cette capsule-là. Je pense que la première question que j'aurais le goût de te poser, c'est celle qui est de base, c'est-à-dire, c'est comment vivre avec un syndrome Gilles de la Tourette? Mhm. Euh, mais d'abord, je pense qu'il faut vraiment le définir comme c'est quoi le syndrome de Gilles-Tourette, puis c'est quoi les symptômes. Euh, En fait, les symptômes sont très simples. Donc, ce sont des tics moteurs et des tics phoniques. Donc, les tics moteurs, ce sont des mouvements involontaires qui, en général, sont assez brefs, soudains, ils sont répétitifs. Donc, on va se faire souvent refaire le même mouvement sans arrêt. Les plus fréquents, ça va être les clignements des yeux, les haussements des épaules, tout ce qui est des tics dans le visage. Donc, les grimaces, plisser le nez, retrousser le coin des lèvres. Euh, des fois, ça peut être hausser les sourcils ou il peut y avoir des mouvements de tête. Donc, ça va être des tics qui vont être assez classiques. Puis ensuite de ça, ben, on a des tics phoniques. Donc, ce sont les tics qui font du bruit. On peut passer au raclement de gorge, au fait de tousser quand on n'a pas de rhume, on n'a pas de grippe. En fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, euh, le tic de tousser va souvent apparaître suite à une grippe. Donc, la personne va avoir comme une grippe, un rhume, va tousser. Puis après ça, quand le virus est guéri, la personne n'est plus malade, va continuer à tousser. Donc, souvent, le tic va apparaître comme ça. Sinon, on peut avoir des tics aussi
je sais pas, des petits cris sourds, renifler, c'est un tic phonique qui est très fréquent. Sinon, on en a aussi qui sont plus complexes, comme le fait de répéter des mots, soit nos propres mots, les mots de quelqu'un d'autre. Puis il y a aussi le symptôme qui est le plus souvent associé au syndrome de Gilles-Tourette, qu'on appelle la coprolalie. Donc, c'est le fait de Est-ce que dire tu peux le des... redire plus lentement? Oui, coprolalie. OK. Oui, donc copro qui, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est la partie qui fait référence au contenu, je sais pas, non appropriés, si on peut dire. Donc, ce sont les jurons, les insultes, les gros mots que les personnes vont dire de manière incontrôlée. C'est le symptôme qui va être le plus souvent associé à tort, malheureusement, mais le plus souvent associé au syndrome de Gilles de la Tourette. Attends, Donc, c'est quoi ça? euh, parce que comment je peux dire ça? C'est le symptôme qui est le plus spectaculaire du syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, les gens, monsieur, madame, tout le monde, quand on va parler de syndrome de Gilles de la Tourette, puis ils sont plus ou moins au courant de ce que c'est, les gens vont souvent penser, ah, c'est les gens qui sacrent, et qui peuvent pas s'empêcher de sacrer. Mais la coprolalie, ça touche entre peut-être 10 à 20% des gens qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, même parmi le bassin des gens qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette, ça reste un symptôme qui est très rare. Défait Mais un c'est ça. cliché, là, d'une certaine façon. Pardon? Défait un cliché en parlant de ça. Oui, 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 oui. Donc, c'est le premier mythe par rapport au syndrome de Gilles de la Tourette. Mais d'un côté, je le comprends parce que c'est un symptôme qui est tellement spectaculaire, puis c'est un symptôme qui n'est pas vu dans d'autres conditions, puis qui sort tellement de la norme que je peux comprendre que les gens vont l'associer à ça. Mais oui, c'est vraiment un mythe lié au syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, Mhm. le cas le plus typique de syndrome de Gilles de la Tourette, ça va être des tics moteurs et des tics vocaux. En fait, pour avoir, puis j'ai dit tics vocaux, mais on peut les appeler comme tics vocaux, tics phoniques, tics sonores, donc ce sont différents noms pour appeler les tics qui font du bruit. Puis pour avoir un diagnostic, mais ça prend les deux, donc ça prend à la fois des tics moteurs et des tics phoniques, donc les tics qui font du bruit. Euh, Puis bon, ben si je reviens à ta question de tantôt, c'est quoi vivre ou Ouais. comment est-ce que c'est de vivre avec cette condition-là? Mhm. Ben, c'est vivre au jour le jour avec des tics. Euh, c'est vivre avec ce qu'on appelle des sensations prémonitoires. Une sensation prémonitoire, c'est une sensation d'inconfort qui peut être physique ou psychologique qu'on va ressentir avant de faire un tic. Cette tension-là peut être soit focalisée à l'endroit où le tic va se produire. Donc, disons que j'ai un tic dans l'épaule, je peux sentir une certaine tension qui va se construire dans mon épaule. Puis à un moment donné, ça va tellement être inconfortable que j'ai pas le choix de faire le tic, qui va permettre de faire diminuer cette tension-là. Puis là, pendant un certain temps, j'aurai plus besoin de faire le tic jusqu'à temps que la tension se remette à se construire puis à augmenter, puis que je sois obligé de faire le tic. Donc, c'est vraiment un cycle de rétroaction négative. C'est sûr que là, je parle des tics comme s'ils étaient totalement volontaires. Puis tantôt, j'ai dit que c'est des mouvements automatiques qui étaient involontaires. Mhm. Donc, je suis tout à fait conscient que c'est paradoxal, mais les tics, souvent, on va les situer quelque part au milieu dans le continuum entre les mouvements totalement involontaires et les mouvements volontaires. Euh, Mettons, chez une personne qui n'a pas le syndrome de Gilles de la Tourette, un clignement des yeux, c'est un mouvement qui est involontaire. Les gens le font puis s'en rendent pas compte. Puis versus, mettons, si je vais aller comme prendre mon crayon ici, c'est un mouvement qui est totalement volontaire. Il y a une idée, puis après ça, mon cerveau envoie un signal à ma main pour aller prendre le crayon. Donc là, on est vraiment à deux extrémités du continuum. Un tic, c'est quelque part dans le milieu. Donc c'est un mouvement qui se fait de manière automatique. Euh, Souvent, on va les appeler, sont peut-être un peu plus comme semi-involontaires. Euh, Dans le sens où une personne peut se retenir de faire un tic pendant un certain temps. Donc, c'est pas possible de se retenir de faire des tics pendant toute une journée chez une personne qui a le syndrome de Gilles de la Tourette, mais il y a un phénomène qu'on appelle la suppression volontaire. Donc, les gens peuvent contrôler leur tic pendant un court instant de quelques secondes à quelques minutes. Euh, donc,
il y a cette notion-là que le tic est un mouvement qui n'est pas totalement volontaire. C'est sûr que ça se construit aussi chez les plus jeunes, c'est plus difficile de les contrôler, mais plus on vieillit, plus c'est possible d'avoir un certain contrôle sur les tics. Mais ça vient quand même avec le prix d'un certain inconfort où on doit comme retenir, où on doit comme endurer la sensation prémonitoire qui est vraiment inconfortable. Donc, c'est pas une technique qui est adaptative pour avoir moins de tics, mais c'est quelque chose que les gens peuvent faire. Euh, Puis sinon, commencer de vivre avec le syndrome de Gilles-Tourette, ben, outre les tics, les sensations prémonitoires, puis de vivre avec ça constamment, ben, il y a beaucoup de gens, en fait la très grande majorité, donc jusqu'à 90% des gens qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette, qui ont au moins un autre diagnostic de troubles de santé mentale ou de troubles neurodéveloppementaux ou d'autres troubles d'apprentissage ou d'autres conditions physiques ou mentales. Donc, les plus fréquentes, ça va être le TDAH, la dépression, l'anxiété, le trouble obsessionnel compulsif, les troubles d'apprentissage, comme je disais. Mais il y a vraiment une panoplie de troubles qu'on va retrouver fréquemment associés au syndrome de Comment, Gilles-Tourette. comment ça peut s'amalgamer? On les fera pas toutes, là, mais Ouais. comment les plus communs s'amalgament ensemble? C'est une très bonne question et il y a, il y a peu de littérature. En fait, si je comprends bien ta question, c'est est-ce qu'on a comme des clusters ou des patterns qu'on voit plus souvent? Oui, exact. Euh, il y a un pattern qu'on va voir plus souvent, ça va être le syndrome de Gilles-Latourette avec le TDAH, avec des difficultés liées, mettons, à l'opposition, au contrôle des émotions, à des explosions de colère. Donc ça, c'est un pattern qu'on va voir, qui a été documenté. Sinon, un autre pattern, ça va être qui est observé, qui est plus rare, mais peut-être un 5, mettons à peu près un 10%, ça va être des tics simples et uniquement des tics, donc aucun autre trouble concomitant. Donc ça, c'est un autre pattern qu'on peut voir en clinique, mais qui est plus rare. Puis sinon, ça va être assez un melting pot. Donc ça peut être quelqu'un qui va avoir Tourette plus TOC plus anxiété. Puis une autre personne, ça peut être Tourette plus TDAH plus dépression. Donc, c'est assez variable en termes de combinaison. Oui. Jusqu'à présent, dans la littérature, on n'a pas vraiment identifié beaucoup d'autres clusters où les conditions vont se regrouper ensemble. Je suppose que c'est propre à la structure aussi de chaque personne, là, au plan génétique, biologique et autres. Oui, ben c'est ça, le syndrome de Gilles-Latourette, c'est un trouble de ce qu'on en sait aujourd'hui qui est polygénique, donc qui implique plusieurs gènes qui n'ont pas tous été identifiés. Euh, Puis, c'est ça, en fonction des différentes combinaisons qui sont différentes chez les individus. Donc, c'est pas. Je voudrais que si c'était juste comme 8 gènes, puis c'est toujours les mêmes, mais ça serait facile à identifier, mais là, Oui. c'est plus complexe que ça. Donc, les manifestations sont différentes. Puis même, tu sais, là, on parlait de combinaisons de conditions associées, mais juste à l'intérieur même des tics, les tics sont extrêmement variables en fonction des personnes. Donc, on peut avoir, mettons, deux personnes qui ont le syndrome de Gilles-Latourette puis qui n'ont aucun tic en commun. Souvent, on parle, je ne sais pas si c'est familier avec le trouble de stress post-traumatique, euh, mais j'ai des collègues qui travaillent là-dedans, puis il existe, je me souviens plus c'est quoi le nombre de combinaisons, mais je pense que c'est dans les milliers de combinaisons possibles en fonction des différents symptômes de stress post-traumatique. Donc, c'est un peu similaire dans le syndrome de Gilles de la Tourette. La combinaison de tics ou le genre de profil qu'on peut avoir est extrêmement variable entre les individus. OK. Intéressant. Euh, on nomme depuis tantôt Gilles de la Tourette, Gilles de la Tourette. Question qui peut sembler banale, mais qui peut servir de repère là, pour travailler avec ça. Pourquoi on appelle ça Gilles de la Tourette? C'est une très bonne question. En anglais, on l'appelle souvent, et à tort, on l'appelle Tourette Syndrome ou Tourette Disorder. Euh, Puis je dis à tort parce que
la condition a été nommée d'après un neurologue français qui s'appelle Georges Gilles de la Tourette. Donc, Georges étant son prénom et Gilles de la Tourette son nom de famille. Donc, la bonne façon de l'appeler, c'est syndrome de Gilles de la Tourette parce que c'est son nom de famille. Donc, Georges Gilles de la Tourette était un neurologue français, puis il travaillait avec Jean-Martin Charcot à la Salpêtrière à Paris. C'est la première personne, en fait, c'est parmi les premières personnes qui a fait une description systématique de plusieurs patients qui avaient le syndrome, en fait, qui présentaient des tics, qui présentaient des symptômes similaires. Et puis, Charcot a décidé de nommer la condition d'après son étudiant qui en avait fait une des descriptions les plus précises et exhaustives à l'époque. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle syndrome de Gilles de la Tourette. Ah, OK, c'est intéressant. Euh, Tu en as parlé implicitement, mais j'aimerais ça que tu mettes vraiment un accent là-dessus, qu'on va parler de développement personnel. Mhm. Donc, comment, je vais le formuler comme ça, comment se passe le développement personnel avec tout ce que ça peut être, là, le développement personnel? Comment se passe le développement personnel d'une personne avec ce syndrome de l'enfance jusque dans l'âge adulte, puis que l'on avance? Je suppose il y a une évolution là, qui peut se faire à ce niveau-là. Il y a, tu sais, comme les différents troubles, là, souvent, il y a des Mhm. variations, troubles et syndromes, là, Oui. là-dedans. Donc, je pense que d'abord, c'est important de préciser en termes de décours temporel des symptômes, avant même de parler de développement personnel puis de l'impact que ça peut avoir sur la vie personnelle, sociale, à l'école et professionnelle plus tard. Donc, en termes de symptômes, les premiers tics vont apparaître généralement autour entre 5 et 7 ans. Euh, Ce qui est intéressant des fois, c'est que il y a des conditions comme le TDAH qui bien souvent vont apparaître avant. Donc, dans une famille où on sait que le syndrome de Gilles de la Tourette est présent, parce que c'est quelque chose qui se transmet de manière génétique, donc la transmission familiale est bien établie, dans ces familles-là, lorsqu'on voit des symptômes de TDAH apparaître, mettons vers 2, 3, 4 ans, mais ça peut être un premier signal d'alarme que les tics pourraient apparaître plus tard, parce que souvent les symptômes de TDAH vont précéder l'apparition des premiers tics. Donc, comme je le disais, les premiers tics vers 5 à 7 ans. Ensuite, ça va augmenter en sévérité jusqu'à peu près à la puberté et la transition vers l'école secondaire. Donc, ce sont deux facteurs qui sont très probablement associés à cette augmentation de sévérité entre 10 à 12 ans. C'est difficile de les séparer ou de vraiment les démêler, savoir lequel des deux va le plus influencer. Euh, mais ce qu'on va voir généralement, c'est une augmentation de la sévérité des tics entre 10 à 12 ans. Puis c'est à ce moment-là que ça atteint son pic de sévérité. Généralement, ça va diminuer après ça de manière graduelle pendant l'adolescence, puis ça va souvent se stabiliser à l'âge adulte, où la sévérité va être un peu moins variable, même si elle reste quand même assez variable de jour en jour, puis de semaine en semaine, puis d'année en année. Mais souvent, on va avoir plus de stabilité à l'âge adulte, puis une sévérité qui va être moindre à ce moment-là. Ça, c'est la trajectoire qui est la plus typique, mais encore là, on a des trajectoires qui peuvent être très variables. Cette trajectoire-là représente peut-être un peu plus que la majorité, mais on va avoir des adultes qui vont quand même maintenir une certaine sévérité de tic qui va être assez élevée. Euh, Puis à ce moment-là, ben, ça peut avoir des impacts plus fonctionnels à l'âge adulte. Donc, ça, c'est vraiment en termes de développement ou de décours temporel des symptômes. Puis, le fait que les symptômes varient au fil du temps, mais c'est sûr que ça a un impact sur le développement personnel, social et scolaire. Donc, à l'école, quand les premiers symptômes vont apparaître, c'est sûr que ça peut avoir un impact pour la personne qui les vit, puis aussi avoir un impact sur les autres. Souvent, ça va avoir un impact sur l'estime de soi de la personne, parce que les autres vont le remarquer, ils vont passer des commentaires. Donc, souvent, ce que je recommande aux jeunes qui vivent avec le syndrome de Oui. Gilles de la Tourette, c'est lorsqu'ils sont prêts, c'est le dévoiler à leurs collègues de classe. Puis ce dévoilement-là, souvent ce que je propose de faire, c'est de le faire en différentes étapes. C'est qu'une première étape, ça peut être juste un prof qui dit, il y a quelqu'un, en fait, même avant de dire il y a quelqu'un dans la classe, ça peut être juste, je vais vous parler du syndrome de Gilles de la Tourette. Vous avez peut-être déjà vu quelqu'un qui avait des mouvements comme ça, des clignements des yeux, ou il reniflait tout le temps, ou tout le temps, faisait des petits bruits, puis il pouvait pas s'en empêcher. Mais ça, c'est parce qu'il y a une condition qui s'appelle le syndrome de Gilles de la Tourette. Puis
On peut utiliser des termes qui sont adaptés, puis dire que dans son cerveau, ça fonctionne pas comme dans les autres. Il y a un développement qui est différent. Donc, on peut trouver les bons mots pour l'expliquer à des enfants. Ça peut être une première étape. Mettons, ça peut être, je sais pas, en deuxième année, puis parce que l'enfant n'est pas prêt à être identifié comme ayant le syndrome de Gilles de la Tourette. Puis, un peu plus tard, peut-être en troisième ou en quatrième année, mais le prof pourrait dire, ben, je veux vous parler de Mathias. Mathias a le syndrome de Gilles de la Tourette, puis ça implique d'avoir des tics, donc c'est pour ça qu'il va faire des bruits des fois, puis il n'y a pas de contrôle là-dessus. Puis après ça, l'étape ultime, je dirais, mais ça peut être un petit peu plus tard, peut-être en cinquième ou sixième année, quand la personne est prête, quand la personne est prête, elle peut elle-même le dévoiler à la classe, puis dire, moi, je vis avec le syndrome de Gilles de la Tourette, j'ai des tics, je fais des mouvements que je contrôle pas, des bruits que je contrôle pas, puis j'aimerais ça que vous passiez pas de commentaires, puis que vous ne parliez pas de mes tics, parce que je n'ai pas parlé, mais quand on parle éthique, quand on met l'attention sur l'éthique, ça va augmenter leur fréquence. Ah oui, Parce que la personne est davantage le, consciente, puis va avoir davantage de tics. le Donc, stress associé. oui, exactement. Donc, au primaire, tu sais, moi, c'est des étapes souvent que je vais suggérer. Puis, il faut toujours y aller avec l'enfant, à voir comment est-ce qu'il est prêt, à quel point il est prêt à se dévoiler par rapport à ça. Mhm. Au secondaire, Excuse-moi, Simon, je vais te poser oui, quand même une question. Parce que là, on parle de comment préparer l'enfant à dévoiler oui. ça. Fait que là, on est au niveau de l'enfant. Je suppose que, et là, tu fais passer ça par l'enseignant. Mhm. C'est pas tous les enseignants qui sont de base formés sur le Oui, syndrome. oui, tout à fait. Fait que je suppose que ça demande minimalement la participation des parents pour un Oui, aider. Oui, oui, vas-y. oui, oui, ça peut être les parents. Oui, j'ai dit l'enseignant, mais en fait, tu sais, ça peut être l'enseignant, ça peut être TES, travailleur, travailleur social, tu sais, tout professionnel, des fois infirmière dans l'école. OK. Sinon, je crois que l'Association québécoise du syndrome de la Tourette a, peut faire ce genre de présentation-là dans les écoles. C'est sûr qu'il y a des ressources limitées en termes comme financiers et de personnel, mais je pense que c'est un service qui offre peut-être de faire ce genre de présentation-là dans les écoles. OK. Puis je vais avec une petite question, puis après, on continue avec le Oui, secondaire. oui. Là, on parle de comment se préparer à le dévoiler. Pour l'enfant qui vit le syndrome, le fait d'avoir dévoilé, qu'est-ce que ça va lui permettre? Qu'est-ce que ça va lui avoir? Qu'est-ce que ça peut lui apporter de faire ce dévoilement-là? Euh, ben, d'un point de vue vraiment personnel, ça peut lui apporter un sentiment comme d'accomplissement ou de fierté d'être enfin capable d'en parler. C'est pas quelque chose qui est facile à faire, de parler de soi-même comme ça, surtout quand on est enfant. Euh, donc, ça, c'est un premier aspect. Mais surtout, c'est que si la personne vit de la discrimination, subit des commentaires par rapport à ses tics, euh, j'ai jamais entendu parler d'un cas où un enfant a dévoilé, a expliqué le syndrome de Gilles-la-Tourette, puis a eu des répercussions négatives par après. Puis tous les professionnels qui œuvrent dans ce domaine-là ont le même discours. Donc, que ça a que des bienfaits d'en parler. C'est sûr que je veux dire, peut-être que ça arrive des fois comme que les gens vont quand même passer certains commentaires, mais je pense que la balance, comme des avantages inconvénients, penche vraiment beaucoup vers les avantages. Puis je pense aussi que en faisant ça, c'est que s'il y a quelqu'un, mettons, la personne le dévoile à toute la classe. S'il y a une personne qui va passer des commentaires, c'est que là, après ça, la personne est plus seule à se défendre. Un réseau autour d'elle qui peuvent dire à la personne qui passe les commentaires, hey, c'est pas de sa faute, il a le syndrome de Gilles de la Tourette, puis il contrôle pas ses tics. Donc, la personne se bâtit un réseau autour de lui comme une espèce de, je sais pas, un buffer ou un coussin autour de lui qui peut l'aider à contrer les commentaires qu'il peut recevoir. Là, on a parlé de l'enfance. On associe ça souvent, du moins au Québec, là, à la période de l'école primaire. Mhm. Là, on va aller dans l'adolescence. Donc, ce Ouais. qu'on associe souvent à l'entrée pour l'école étant obligatoire jusqu'à 16 ans, donc ce qu'on associe souvent à l'entrée à l'ordre d'enseignement secondaire, puis à la Oui. traversée là, de ces années-là. Fait que peux-tu Mhm. nous en parler, là? On va poursuivre. On est parti du primaire, maintenant on Ouais. poursuit le secondaire.
Ouais, au secondaire, c'est un peu plus complexe parce que on n'a plus un seul groupe. Les groupes, ben, sauf si on est dans un profil particulier, mais personnellement, j'ai fait mon école au régulier, puis dans toutes mes classes, j'avais des élèves différents. Donc, je côtoyais peut-être, mettons, dans mon temps, c'est un horaire de 9 jours. Sur mon horaire de 9 jours, je côtoyais peut-être 100 élèves différents dans mes différentes classes, avec possiblement comme 8 ou 9 enseignants différents. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus complexe de mettre tout le monde au courant, que ce soit les enseignants ou les autres élèves. Donc, à ce moment-là, je dirais que ça va vraiment en termes de sévérité des symptômes, puis de comment ils sont gérés, à quel point ça nous dérange, puis ça dérange les autres. Je pense qu'à ce moment-là aussi, souvent les gens sont un peu plus, tu sais, les jeunes sont un peu plus outillés pour, de un, en parler, mais les autres sont plus outillés pour comprendre ce que c'est. Mhm. Donc, je pense que c'est peut-être plus facile d'en parler aux autres, mais en même temps, je pense qu'il y a davantage d'intimidation, de commentaires négatifs ou d'insultes qui peuvent avoir lieu à ce moment-là. Donc, je pense que là, c'est vraiment important de se construire un bon réseau d'amis, d'avoir un bon cercle social pour se protéger de ça. Je n'ai pas parlé tantôt aussi, mais au primaire comme au secondaire, c'est possible d'avoir des accommodements dans le parcours scolaire. C'est-à-dire? Euh, ben, souvent, ça va être ils peuvent être assez similaires à ceux qu'on va avoir pour le TDAH. Donc, on peut penser à tiers-temps, à local, séparé pour avoir. Oui, je Précis. peux peut-être expliquer c'est quoi un Ouais, tiers-temps. précis. Donc, tiers-temps, c'est qu'on a 50% de 50% plus de temps pour faire un examen. OK. Donc, la personne. Puis ça, c'est un accommodement qui peut être donné à tout le monde. Euh, En fait, au primaire, au secondaire, je pense que ils peuvent être plus réticents. Donc, des fois, ça peut. Normalement, ils devraient le donner à tout le monde, mais des fois, l'école peut être un peu plus réticente à le donner sans diagnostic. Puis après ça, ben, si on va, je saute un peu du coq à l'âne, mais si on va au cégep ou à l'université, ça prend vraiment un diagnostic pour avoir des mesures d'adaptation. Une autre mesure, des fois, ça peut être d'avoir un local de retrait où la personne peut aller lorsqu'elle se sent trop submergée ou surstimulée, puis sent qu'elle a trop de tics, qu'elle a de la difficulté à se contrôler, donc peut aller dans un local de retrait pour se calmer, faire diminuer la tension. Donc, c'est le genre de mesure qui peut être aidante, tout autant au primaire qu'au secondaire. OK, c'est fort intéressant. Si on reste ou on complète le secondaire, est-ce qu'il y a autre chose qui serait important de dire de cette période-là qui est tellement importante là, sur la construction identitaire, là? On se construit souvent dans le regard de l'autre plus que jamais, là. Vraiment. Euh, je pense que c'est vraiment important de développer une certaine acceptation de sa condition. Euh, Surtout au secondaire, tu sais, comme tu disais, parce que là, ils sont vraiment en train de construire son identité. Puis, je pense que beaucoup de jeunes essaient tu sais, je le vois souvent parce que c'est quelque chose dont on ne discute pas. C'est comme un sujet tabou à la maison avec les amis. Puis, je pense que puis je suis tout à fait conscient que c'est pas facile de s'ouvrir par rapport à ça, mais je pense que quand on le fait, ça aide beaucoup. Puis on sous-estime beaucoup la capacité des jeunes à comprendre autrui et à accepter autrui. Puis je pense que, surtout de nos jours, je pense qu'on s'en va davantage vers ça. Il y a vraiment un gros mouvement vers la neurodiversité, vers l'acceptation de la différence. Donc, je crois que les jeunes d'aujourd'hui vont davantage accepter ce genre de différence-là que à mon époque, si je peux me permettre. Donc oui, je pense que ça passe beaucoup par l'acceptation de soi pour se faire accepter par les autres, se faire comprendre par les autres. Euh, mais c'est ça, je suis conscient que c'est pas une chose qui est toujours facile. Je veux dire, pour un enfant, un adolescent neurotypique, traverser l'adolescence, c'est déjà une épreuve qui peut être complexe. On passe à travers tant de changements, tant d'épreuves. Donc, quand on vit avec une condition neurodéveloppementale, c'est sûr que ça rajoute une couche de difficulté. Oui, parce que l'adolescence, c'est quand même la période où les relations sont les plus nombreuses, les plus Mhm. changeantes, Oui, plus diversifiées aussi qu'une personne va avoir là, au travers de sa vie. tout à fait. T'amènes tranquillement
dans l'entrée dans l'âge adulte. Parce que là, on a comme pris une tournure enfance, Oui. adolescence, on va continuer. Puis on va garder nos repères, c'est-à-dire l'entrée dans l'âge adulte, on va le situer cégep, université, entrée sur le marché du travail. Ouais. Même si c'est pas tout le monde qui va au cégep, c'est pas tout le monde qui va à l'université, donc il y a aussi Mhm. un cas de figure que c'est entrée presque, tu sais, formation professionnelle ou entrer directement sur le marché du travail là, à l'entrée Oui. des adultes. Fait que maintenant que je t'ai exposé ça, je te laisse aller sur parle-nous de l'entrée dans l'âge adulte. Oui. L'entrée dans l'âge adulte, ça peut être un petit peu plus complexe pour les gens qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette. Des fois, il y a certains tics qui vont subsister. Tantôt, j'ai parlé de conditions associées. La principale, c'est vraiment le TDAH, puis aussi le TOC qui est assez commun. Le TDAH, ça se développe dans l'enfance, mais le TOC, souvent, ça va apparaître plus comme début de l'adolescence, même fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Donc, ces manifestations-là peuvent apparaître à ce moment-là, puis un peu compliquer le portrait. J'ai parlé tantôt du décours temporel des symptômes qui vont généralement diminuer à l'âge adulte. Mais souvent, ce qui va être le plus problématique pour les adultes, ça va pas être les tics, justement parce qu'ils vont avoir diminué en sévérité. Souvent, ce qui va être le plus compliqué pour les adultes, puis qui va compliquer leur fonctionnement ou leur accomplissement professionnel et académique, ça va être les symptômes associés. Souvent, le TDAH, les gens vont développer des stratégies pour comme composer avec le TDAH, mais ça arrive quand même assez souvent que les manifestations, les symptômes du TDAH vont persister de manière assez importante à l'âge adulte, puis c'est là que ça peut vraiment compliquer le développement professionnel à l'âge adulte. Donc, souvent, ça va pas être l'éthique, même si ça peut être l'éthique qui va avoir cet impact-là à l'âge adulte, mais souvent, les conditions associées vont avoir un impact plus important que l'éthique à l'âge adulte. Mais, donc, à l'âge adulte, souvent, ça va relativement bien. Euh, je me souviens, il y a une étude, je pense qu'il date de peut-être une dizaine d'années, je suis plus trop certain, mais qui montrait que, en tout cas, aux États-Unis, les adultes qui avaient le syndrome de Gilles de la Tourette euh, avaient à peu près le même accomplissement professionnel que le reste de la population. Donc, la proportion de gens qui occupaient un emploi était assez similaire. La proportion de gens qui étaient mariés euh, ça se traduit un peu moins au Québec, mais aux États-Unis, c'était similaire à la population générale. Donc, le, l'accomplissement personnel et professionnel des gens qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette semble être assez similaire à ceux de la population générale, même s'il peut y avoir comme certaines petites difficultés. Puis aussi, ben, ces difficultés-là, souvent, c'est pas nécessairement les difficultés à l'âge adulte qui vont avoir un impact sur l'accomplissement professionnel, mais souvent, ça va être un peu le parcours scolaire qui va avoir été différent à cause du syndrome de Gilles de la Tourette. Donc souvent, le fait d'avoir eu le syndrome de Gilles de la Tourette, puis peut-être un TDAH en concomitance, ça va avoir fait que ben, on a peut-être moins bien réussi à l'école, on a redoublé une année, on avait des moins bonnes notes, on avait plus de difficultés à se concentrer, puis pour nous, l'école, c'est moins une priorité, donc on n'est pas allé au cégep ou à l'université, puis on a eu des emplois qui étaient peut-être plus des emplois alimentaires, puis beaucoup d'emplois différents, puis on n'a pas réussi à se bâtir une carrière, mais c'est pas nécessairement à cause du fonctionnement une fois à l'âge adulte qui c'est peut-être un peu résorbé, si on peut dire, mais c'est vu que le développement était différent ou atypique, qui est le cas avec un trouble neurodéveloppemental, donc le développement est différent, mais peut-être que le développement différent pendant des années charnières de formation va avoir un impact après ça sur les capacités à se trouver un bon emploi ou peut-être à retourner aux études. Euh, donc, je peux donner un exemple. Mettons qu'on peut avoir deux personnes de 25 ans qui ont un fonctionnement, mettons, assez similaire en termes de symptômes, puis en termes de symptômes de TDAH, par exemple, symptômes de tic de TDAH. Mais il y a une des personnes qui a mieux réussi, puis qui a suivi un parcours, ou est allé, je sais pas, cégep, université, ou même DEP, puis s'est trouvé un bon emploi. Puis l'autre personne a eu plus de difficultés pendant son parcours académique, mais même si une fois à 25 ans est équivalente en termes de fonctionnement à l'autre, mais le fait qu'elle n'a pas, elle a pas comme
suivi un développement. Elle a pas, s'est pas perfectionnée pendant ces années-là de sa carrière, mais rendue à 25 ans, c'est plus difficile de le faire pour elle parce qu'elle n'a pas suivi ces étapes-là. Donc, je pense que souvent, ce qu'on va voir comme difficulté à l'âge adulte va être le résultat d'un parcours qui a été différent, pas nécessairement de son fonctionnement actuel. Et est-ce que je me trompe? Parce que, tu sais, si on voit ça plus large, pour enseigner moi-même à l'université, donc des retours aux études, il y en a souvent. Euh, Mhm. des gens qui font un retour aux études, notamment à l'université, puis qui ont pourtant un rapport à l'école qui était plutôt négatif par leur expérience. Puis là, ici, on parle de syndrome de Gilles-Latourette, mais on pourrait Mhm. parler de plein d'autres choses. Oui. Est-ce qu'il y a lieu de penser quand même que la personne aurait pu développer des bonnes stratégies là, de gestion de soi, de régulation, de développement, etc., de sorte que ça peut se transformer par la suite, Oui. Oui. malgré l'adversité, malgré les... Oui, oui. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de ce que je disais, mettons, quand je parlais de trajectoire comme académique, trajectoire de formation qui n'était pas optimale. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui peuvent se corriger par différentes adaptations pendant le parcours, avoir beaucoup de soutien. Puis je pense que c'est même vrai aussi pour une personne qui fait un retour aux études, puis mettons une personne qui aurait arrêté au secondaire 5 ou même avant, puis fait un retour aux études à 30 ans, je pense qu'il y a quand même possibilité de développer des stratégies à ce moment-là. C'est peut-être plus complexe que si on l'a fait comme à- pendant l'adolescence ou comme début de l'âge adulte. Tu sais, je le sais personnellement, je fais un retour aux études, puis je sais qu'apprendre des nouvelles choses à 35 ans, c'est beaucoup plus difficile que les apprendre à 20 ans. Notre capacité d'apprentissage, je sais pas si c'est notre capacité d'apprentissage qui est diminuée ou notre disponibilité, parce qu'on a beaucoup plus de responsabilités plus on vieillit. Mais je pense que c'est oui, effectivement possible d'apprendre de nouvelles stratégies pour justement contrer les difficultés avec lesquelles on peut vivre, même une fois adulte. Là, on est dans l'âge adulte. Euh, je vais t'amener dans un... On arrive à la dernière question au travers de tout ça. Euh, au niveau de la carrière, Mhm. niveau que ça soit, puis là, je te donne des pistes, puis tu prends lesquelles que tu es à l'aise, là. Oui. Que ce soit en termes d'orientation, de réorientation, avec tout ce que ça implique, quand on fait ça, de capacité à se projeter avec son, là, je vais utiliser un terme subjectif, là, mais son vrai soi, là, tu sais, c'est-à-dire Mhm. le plus possible d'être connecté avec qui on est. Donc, on sait comment un trouble, ça peut influencer des fois notre estime, notre image, notre confiance et conséquemment Oui. influencer notre projection, la façon qu'on se projette dans l'avenir. Donc, que ce soit en termes d'orientation, ou d'adaptation, de vie au travail en général, donc une Oui. fois installé, qu'est-ce qu'il y aurait à savoir de plus particulier par rapport à une personne qui vit un syndrome de Gilles de la Tourette? Euh, je pense que de un, vivre avec le syndrome de Gilles-Tourette, ça peut orienter le choix de carrière. Notamment mon choix de carrière, premièrement. Mais je pense de manière plus générale, peut-être que c'est des gens qui, des fois, vont vouloir être moins dans je sais pas, dans l'œil du public, avoir peut-être des fois occupé un emploi qui implique moins d'interaction avec les autres, des emplois qui sont un peu plus solitaires. Euh, Mais qui pourrait être quand même dans un univers social, ce que j'entends, mais aller trouver sa reconnaissance plus dans l'arrière-plan, là. ben, je pense que tu sais, c'est vraiment des grandes généralités. Oui, on est conscient. Là, on n'est pas dans les données Non, scientifiques. c'est ça. Euh, mais je pense que c'est ça, qu'il y a des gens qui peuvent, tu sais, encore une fois, à l'âge adulte, être très conscients puis ne pas bien vivre avec leur tic, qui pourraient ne pas vouloir occuper un emploi, ils vont être en contact avec le public, comme, je sais pas, travailler dans le service à la clientèle, ou, je sais pas, travailler en restauration, travailler mettons, être caissière à l'épicerie, où ce que tu côtoies toujours des gens. Peut-être que certaines personnes seraient moins portées vers ce genre d'emploi-là. Euh, mais sinon, il n'y a pas vraiment
de limitations, où il n'y a pas de caractéristiques propres au syndrome de Gilles-Latourette qui ferait qu'une personne serait plus portée vers tel type d'emploi ou un autre. Euh, tu as aussi parlé d'adaptation tantôt. Euh, je pense que ça peut être intéressant d'avoir des adaptations au travail quand on a un syndrome de Gilles-Latourette. Euh, donc, souvent, ils peuvent être liés aussi avec des difficultés de concentration ou des difficultés avec le fait d'être surstimulé. Donc, des fois, pouvoir peut-être, je sais pas, prendre des pauses qui sont un peu plus fréquentes, pouvoir décider quand est-ce qu'on prend sa pause au lieu d'avoir une pause qui est imposée à telle heure. Ça peut être bénéfique. Euh, Si on pense, mettons, à quelqu'un qui travaillerait dans un environnement de bureau, qui est dans un cubicule, par exemple, dans un grand espace, il y a plusieurs cubicules. Peut-être avoir un cubicule qui est plus dans un coin pour que ce soit moins bruyant, qu'il y ait moins de stimulation pour cette personne-là. Euh, mais encore là, tu sais, là, je parle d'adaptation, mais pour avoir une adaptation, il faut que l'employeur soit au courant de la condition. Puis ça, ben, c'est un point qui peut être un peu... La divulgation, encore une fois, là. c'est ça. Puis la divulgation au travail, c'est pas nécessairement la même chose qu'à l'école. Puis en fait, le divulgation, euh, euh, aux gens avec qui on travaille, c'est pas nécessairement la même chose que le divulguer à un employeur ou même un potentiel employeur pendant une entrevue d'embauche. Donc, je... On m'a déjà demandé comme est-ce qu'une personne devrait le divulguer à un employeur? Puis moi, je pense que c'est un potentiel employeur. En tout cas, personnellement, je ne le divulguerai pas. Surtout si c'est pas super évident. C'est sûr que si c'est une personne à l'éthique vraiment sévère, comme ça se cache pas. Mais une personne avec des tics qui sont plus modérés, je pense qu'il n'y a pas lieu nécessairement de le divulguer parce que quand on a un entretien d'embauche, comme on n'a pas le droit de discriminer en fonction de conditions de santé mentale ou de troubles neurodéveloppementaux, mais il C'est y a les mille et une raisons. C'est ça. humains qui font le processus de sélection, par contre. Exactement. Puis on peut ne pas avoir l'emploi pour officiellement pour une autre raison, mais peut-être que l'éthique ou le fait qu'on a divulgué qu'on avait une condition neurodéveloppementale, ça peut avoir dérangé. Des fois, les gens vont juste se dire, ah, ça va être compliqué. Euh, Plus que l'autre personne à côté qui n'a pas de condition neurodéveloppementale. Puis des fois, c'est même pas dans le caractère, mais peut-être que l'employeur va se dire, oh, elle va me demander des adaptations ou ah, ça va être compliqué, elle pourra pas venir à tel moment, elle va avoir des rendez-vous médicaux. Peut-être la personne n'a plus de rendez-vous médicaux depuis 10 15 ans, mais l'employeur peut se dire ça. Donc, personnellement, ch- chaque personne fait ce qu'elle veut puis prend l'édition qu'elle pense va être les meilleures pour elle, mais je serais d'avis que si c'est pas obligatoire de le divulguer, je le dirais pas à une entrevue d'embauche. Si je veux j'ai le goût de me permettre de résumer ce que je comprends de ce que tu me dis, puis tu me Oui, bonifies pas besoin. Ce que je comprends, c'est qu'au départ, comme dans n'importe quelle situation, la personne peut faire une lecture de son environnement puis se dire, est-ce que mon environnement, au départ, peut être réceptif? Est-ce que je perçois qu'il peut y oui, avoir tout une à fait. réception ou pas? Parce que si d'emblée, je perçois qu'il va y avoir une énorme résistance ou que la culture du milieu n'est pas favorable à ça, Tout à fait. ben, vaut mieux s'abstenir. La deuxième chose, c'est que est-ce que ça va changer? Est-ce que dévoiler change quelque chose? C'est-à-dire, Mhm. exemple, j'ai déjà un type de relation, disons que ça fonctionne bien. Tu sais, if it's not broken, Don't l'expression fix it. Ouais. don't fix it. Merci, je me rappelais plus. Euh, donc, conséquemment, on peut laisser ça aller parce qu'autrement, le fait de le nommer quand c'était peut-être pas nécessaire, c'est que là, on va Oui, ajouter une nouvelle expérience dans nos rapports humains, tout à puis fait. ça peut créer des étiquettes, des choses comme ça. Mais, puis en troisième lieu, si la personne, par contre, tu disais, si la personne, elle le vit fort, c'est un enjeu sérieux, ou si elle a le goût de le partager, elle perçoit que l'environnement pourrait être favorable à ça et que ça permettrait, je reprends une expression qu'on a dit tantôt, de faire baisser une pression qui est subjective ou réelle chez la personne, bien, ça peut être une bonne chose. Est-ce que j'ai...
Oui, oui, vraiment. Euh, le premier point que tu as apporté, je pense que c'est vraiment important. Tu sais, je pense qu'il y a certains milieux où ça serait pas du tout un problème. Tu sais, je pense, mettons, au milieu communautaire, milieu d'éducation, ou même dans un domaine lié à la santé mentale. Je pense pas que ça serait un problème. Il y a peut-être même des situations où ça pourrait être vu comme un point positif. Par exemple, mettons, aux États-Unis, ils ont une grosse association, la Tourette Association of America. Puis il y a plusieurs gens qui travaillent là qui ont eux-mêmes le syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, il y a certains milieux où ça peut être une bonne idée de le divulguer, mais je pense à certains milieux, je sais pas, qui sont peut-être plus compétitifs, qui sont peut-être un peu moins compréhensif sur le plan de la santé mentale ou la différence sur le plan neurodéveloppemental, peut-être que c'est des milieux où je me garderais une petite réserve. Mhm, je comprends. Le temps file, on arrive à la fin là, de notre rencontre ensemble. Avant qu'on se laisse, j'aurais le goût de te demander, s'il y a lieu, là, tu me répondras. Est-ce qu'il y a autre chose, tu sais, comme si on, est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'a pas abordé qui serait important de dire par rapport aux besoins, aux réalités, aux enjeux d'une personne là, vivant avec un syndrome Gilles de la Tourette, ou un dernier message qui serait important à dire, tu sais, comme retenez ça, là. Oui. Euh, ben, c'est sûr que mon take-home message, j'en ai parlé un peu tantôt, mais le premier mythe qu'on a déconstruit, donc c'est pas le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est pas le fait de dire des gros mots, des insultes sans le contrôler. Ça peut être un bon take-home message. Euh, mais sinon, j'aimerais peut-être finir sur une note comme plus positive. Souvent, le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est une condition qui a été beaucoup associée à l'enfance, puis malgré qu'il puisse avoir quand même, puis en fait, bien souvent, il y a des effets qui vont se perdurer à l'âge adulte, mais chez une majorité de personnes, ils vont vivre une vie remplie, une vie épanouie, malgré la présence de tics qui, dans la plupart des cas, vont rester tout au long de la vie, même sont plus légers. Puis même les gens qui vont avoir des tics les plus sévères peuvent quand même vivre une vie épanouie. Donc, je connais des gens, des adultes qui ont des tics assez sévères, mais qui ont une vie professionnelle et personnelle épanouis, qui ont des emplois, qui ont un conjoint, conjointe. Donc, c'est vraiment pas une condamnation, le fait d'avoir un syndrome de Gilles de la Tourette. Souvent, ça va être une embûche de plus à surmonter, mais ça, ça empêche à peu près, il y a à peu près rien qu'on peut faire à cause du syndrome de Gilles de la Tourette. Ça ne nous empêche pas d'accomplir ou de réaliser nos rêves. C'est juste une chose de plus qu'on doit surmonter. Excellent. Ben, je pense que quelqu'un qui aurait eu l'occasion de visionner là, cette capsule-là, vraiment, je pense qu'on a couvert beaucoup de choses. On a couvert ce que c'est, on a couvert les différents âges, on a découvert les différentes expériences scolaires, relationnelles, professionnelles. Fait que je pense que ça donne un bon topo. Fait que je voudrais sincèrement, Simon Morand-Beaulieu, te remercier pour ta participation à cette capsule, puis à l'éclairage là, que tu as pu apporter là, et que tu apporteras aux personnes qui auront la chance de la visionner. Merci. Ben, bienvenue et merci de l'invitation, ça fait vraiment plaisir. Merci.